Voici la prison d'État pour femmes de Valley, près de Chowchilla, en Californie. De l'autre côté d'une route poussiéreuse de campagne, se trouve un autre pénitencier qui renferme environ le même nombre de détenues féminines. Chacun de ces établissements peut prétendre être la plus grande prison pour femmes au monde. De nos jours, les femmes constituent un groupe en pleine expansion dans les prisons américaines. La plupart sont emprisonnées pour des infractions reliées à la drogue, la plupart ont des enfants et presque toutes seront libérées un jour. Mais leurs chances de rester en liberté sont minces. J'ai été libéré le 5 juin. Je suis revenu dans le comté le 10 et en prison le 15. La plupart des femmes emprisonnées ont été victimes de sévices et de négligence quand elles étaient enfants. Maintenant, elles sont séparées de leurs propres enfants et abandonnées par leur famille. La population carcérale féminine des États-Unis dépasse celle de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni combinés. Chaque matin, elles arrivent à bord de véhicules cellulaires de tous les coins de la Californie. On ne sait pas à quoi s'attendre. On se méfie toujours un peu de ce qu'on ne connaît pas. Avez-vous peur aujourd'hui? Pas vraiment, je suis plutôt nerveuse. Pour l'instant, je ne veux que franchir ce mur, obtenir mes droits de visite et voir mon bébé. Aaron Keenan a déjà été incarcéré ici. La première fois, c'était pour fraude et délit de fuite. Elle a aussi une famille à l'extérieur. Une des premières choses qu'elles apprennent en prison, c'est que chaque activité implique de l'attente, une attente interminable, et des formulaires, d'innombrables formulaires. Okay, in case you die, who do you want us to know to pick up your remains and your property? In case I die, huh? Wow. We ask everything, Jess. It's pretty rough. You have your left hand. Les procédures d'entrée en prison rappellent la précision mécanique d'une chaîne de montage. Empreinte digitale, photo. Voyez-vous ce X, mettez vos pieds de chaque côté. Initiale du prénom S, est-ce exact? Ne clignez pas des yeux, nous n'en avons que 6. Bien, excellent. Antécédents médicaux, jusqu'au relevé des tatouages. Mark scars and tattoos. Yeah, I have one on my right shoulder. It's across my heart. Okay, any paperwork that you have in your hands, drop in that bag, any jewelry. Puis, l'humiliation finale, une fouille corporelle. Okay, hold the noise down, stay facing the wall, everybody hold your hair up. Keenan! Mendez! We can go over to A3. I don't want you talking to anybody. Single file, ladies. Let's go. Les nouvelles détenues et leurs effets personnels se rendent dans leur quartier temporaire pendant que la prison évalue leur comportement. On leur assigne des partenaires de cellule au hasard. Aaron Keenan se retrouve avec Rebecca Castillo, une toxicomane qui entre et sort de prison depuis 16 ans. Croyez-vous pouvoir vous entendre? Oui, on va bien s'entendre. On s'entend déjà bien. On se sent tellement en sûreté dans cette prison. C'est comme être chez soi. On peut presque se sentir heureux, comme si rien ne pouvait nous arriver. Quand vous sortirez la prochaine fois, serez-vous mieux équipé pour rester hors de prison? Je ne peux pas dire ça parce que je suis vieille, vous savez. Quel âge avez-vous? J'ai 39 ans et je me sens comme... Vous êtes jeune. Je sais, mais j'aime les drogues. Vous êtes toute jeune. J'adore les drogues. Oui. Sans drogue, la vie n'a plus de sens pour moi. Suivez-vous une cure de désintoxication ici? Non. Allez-vous essayer d'en suivre une? Non, je vais faire mon temps et sortir d'ici au plus vite. Sortir et recommencer à vous droguer? Oui, c'est ça. Il est parfois facile d'oublier que ces femmes sont ici parce qu'elles ont commis des crimes horribles dans certains cas. Mais il est également vrai que plusieurs d'entre elles sont elles-mêmes des victimes.
Plusieurs d'entre nous venons de milieux violents dans lesquels un homme nous a fait subir des sévices, nous a maltraités, violés, battus. Je dirais que 90% des femmes ici ont été maltraitées mentalement, physiquement ou émotivement. Quand les détenus vous parlaient, on aurait dit qu'elles étaient les victimes. Il faut penser aux crimes qu'elles ont commis et aux victimes dans la rue. C'est juste, et peu de détenus ici seraient en désaccord sur ce point. J'ai été molestée de l'âge de 6 à 14 ans. Quand j'ai eu 14 ans, j'avais la tête à l'envers, j'étais complètement perdue. J'ai fini par me retrouver dans une relation malsaine de l'âge de 15 ans à 25 ans, jusqu'à ce que je sois arrêtée dans cette affaire. On a tellement besoin d'approbation et d'amour qu'on se retrouve dans ce cercle vicieux de honte et de culpabilité. Ensuite, on commence à mal se comporter, on se rend compte que tout le monde s'en fout. On se dit, tout le monde se fout de moi, alors je vais me foutre de moi-même. En prison, on ne fait que confirmer ça. Les gens qui entrent en prison sont des adultes. La société voudrait qu'on les change, qu'on en fasse de bons citoyens. Mais la société n'y est pas arrivée. Les parents n'y sont pas arrivés. Le système scolaire n'y est pas arrivé. Nous leur donnons ce que nous pouvons en termes d'enseignement et de formation, mais nous ne les transformerons pas. Personne ne connaît la recette pour y arriver. Voici Mary McGraw. Elle a 23 ans et doit accoucher aujourd'hui. En tout temps, il y a plus de 100 femmes enceintes dans cette prison. And how far along are you in your pregnancy? Today's my due date. This is your due date. Okay. Kids arrival. En moins de 20 minutes, les ambulanciers arrivent pour transporter Mary vers l'hôpital local. Un autre 20 minutes plus tard, Mary entre à l'hôpital communautaire de Madeira sur une civière. Son bébé naît le lendemain matin. Nous retrouvons Mary, quelques heures après l'accouchement, en train de remplir les incontournables formulaires du département des services correctionnels de la Californie. Dans le corridor, plusieurs agents des services correctionnels veillent sur la nouvelle maman et son bébé. Avez-vous choisi un nom? Joshua McGraw Cotton. Où est le père? Son père est en prison. Comment vous sentez-vous? Triste. C'est triste comment il nous enchaîne au lit. Êtes-vous enchaîné au lit? Oui, je suis enchaînée. Mary se drogue depuis qu'elle a 18 ans. C'est son premier séjour en prison. Mais elle est bien consciente du fait que la majorité des femmes qui se retrouvent en prison pour des crimes liés à la drogue y reviennent. Joshua fait partie des chanceux. Sa grand-mère, Dorothy Cotton, vient le chercher. J'ai besoin de votre signature ici parce que vous venez chercher ce bébé et que c'est vous qui en prendrez soin. Dorothy Cotton a 7 enfants adultes et 15 petits-enfants. Elle a 67 ans et souffre d'arthrite. Dorothy s'occupera maintenant d'un bébé d'1 jour. Ce n'est jamais facile pour une infirmière. C'est un gros garçon. Je vous donne des couches supplémentaires et du lait en poudre pour la route. Dorothy quitte l'hôpital avec son petit-fils. Même si la mère n'est qu'au bout du couloir, elles n'ont pas le droit de se voir. C'est Joshua! Je retrouve Mary dans son pavillon cellulaire, exhibant fièrement les photos de son nouveau bébé. Je ne peux pas imaginer comment une nouvelle maman se sent de devoir se séparer de son bébé si vite. Ça fait mal. Je n'ai jamais été séparée d'un de mes bébés. Je n'ai pas la chance de pouvoir l'allaiter et de le regarder grandir durant 7 mois. Ça fait mal. Mais je ne peux blâmer personne d'autre que moi-même. Entre colère et psychose pour les détenus en isolement.
Le fardeau de l'isolement et de la solitude transforme rapidement la frustration en colère. C'est notre seul moyen d'évacuer notre colère. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Lire et crier à ma porte. Crier, hurler et se disputer. C'est dur d'être ici à fixer les murs. Certaines d'entre nous ont des problèmes d'aliénation mentale. Elles entendent des voix. Il y a peu à faire pour passer le temps. Quelques rares chanceuses ont un téléviseur, un baladeur ou une radio. Certaines partagent une cellule. Cette prison n'a peut-être que 4 ans, mais elle est déjà surpeuplée. Oh, on se trompe sur les nerfs. On ne s'est pas encore étranglé, mais on est plus âgé, plus mature, nous sommes amis. On essaye de passer le temps de manière constructive en lisant, en regardant la télévision, en écrivant, en faisant des puzzles ou n'importe quoi qui nous tienne occupés. Ils peuvent prendre votre corps, mais s'ils prennent votre esprit, vous êtes perdu. Pour plusieurs, une peine à l'unité spéciale de détention, l'USD, équivaut à des heures d'ennui. On bénéficie d'un téléviseur seulement si on a une famille pour en envoyer un de l'extérieur. Plusieurs de ces femmes ont été abandonnées depuis longtemps. Leurs familles sont trop occupées à prendre soin des enfants pour s'occuper des détenues elles-mêmes. Quelques fois par semaine, les femmes ont la permission de sortir dans la cour. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Pas d'équipement sportif, seulement un petit espace où les femmes peuvent potiner et s'attirer des ennuis. On se retrouve facilement mêlé à une bagarre dans la cour, même si les agents surveillent attentivement les détenus. Certaines femmes préfèrent rester des mois à l'intérieur, plutôt que de risquer d'avoir des ennuis ou de passer par la routine des menottes, ou de la fouille corporelle. Ici, ils voient plus de cul, passez-moi l'expression, que n'importe quoi. Partout où on va, il faut se déshabiller pour entrer, pour sortir, même quand on va se doucher. Voilà comment nous devons nous doucher. Nous n'avons pas beaucoup d'intimité. Les femmes se douchent dans le hall principal de l'unité. Des panneaux ont été installés au barreau des portes pour un peu d'intimité, mais le hall principal est également l'endroit où les agents des services correctionnels, hommes ou femmes, font leur travail. J'ai vu des détenus jeter une tasse d'urine et de matière fécale sur un membre du personnel. Elles lancent leur eau de toilette. Elles crachent sur eux. Je les ai même vus mordre des membres du personnel. Nous portons des gilets de protection pour nous assurer que le personnel ne se fera pas poignarder ou piquer. Les détenus sont très habiles pour fabriquer des armes, comme de petites arbalètes avec des fléchettes. Les agents trouvent que travailler dans les unités spéciales de détention et d'isolement est très exigeant et épuisant. Ces endroits sont bruyants et les détenus dépendent entièrement du personnel pour tout. Nourriture, papier hygiénique, tampons. Les relations sont parfois tendues. Les casques et les boucliers anti-émeutes sont à portée de la main. Il n'y a pas d'avertissement ici. Les détenus sont déjà en colère avant d'arriver ici et l'isolement aggrave souvent leur état. Il est facile de constater comment les petits problèmes dégénèrent ici. Ces femmes ont peu de contact avec le monde extérieur, avec leur famille. La dernière fois que j'ai vu un de mes enfants, c'était ma plus jeune fille. Elle avait 7 ans. Elle en a 13 aujourd'hui. Les prisonnières ne peuvent pas téléphoner chez elles. Plusieurs ne reçoivent aucun visiteur. Celles qui en reçoivent le font, ici, enchaînées, et derrière une fenêtre au vitrage épais. Il y a une aire de jeu pour les enfants, mais aucun contact physique n'est permis. Je n'aime pas que ma famille vienne me visiter. Je ne veux pas qu'ils me voient dans un endroit pareil. Ce serait difficile pour moi de les voir partir, alors que je ne peux pas les suivre. Et pour mes enfants, ce serait déchirant. Ils voudraient rester auprès de moi, mais ils ne pourraient pas. Les femmes tentent de compenser ce manque en créant leur propre réseau de soutien. Et en utilisant tous les moyens de communication possibles. Elles utilisent une technique de signalisation. Elles prennent un objet blanc, éteignent les lumières et commencent à écrire.
Il y a aussi les lignes à pêche. Faites de draps déchirés, elles sont lancées avec tant d'adresse que les détenus peuvent s'échanger des notes et même du dentifrice, non seulement d'un bout de corridor à l'autre, mais aussi d'un étage à l'autre. Tout cela leur permet de briser la monotonie et de rester en contact avec d'autres êtres humains. Mais ça reste difficile. Le mercredi est un grand jour dans les unités spéciales de détention et d'isolement. Les détenus disent qu'elles passent en cours. C'est le jour où les détenus apprennent si elles resteront plus longtemps ou si elles pourront bientôt retourner dans la société. Des prisonnières se retrouvent ici pour une multitude de raisons. Quand elles ont besoin de se calmer, pour des questions de sécurité, ou en guise de punition lorsqu'elles se sont battues avec un agent ou avec une autre détenue. Habituellement, les détenus ne sont placés dans ces cages que pour quelques minutes avant d'entrer en salle d'audience. Mais elles peuvent aussi servir d'endroit temporaire pour détenir et surveiller une personne suicidaire. Celle-ci attend la révision de son cas. Quand elle entre pour rencontrer le personnel qui décidera de son avenir immédiat, elle garde les menottes qui sont enchaînées à sa taille. Vous êtes devant le comité de révision. Je suis l'avocate Bibb. Il s'agit de l'étude préliminaire de votre cas. L'audience ne dure que quelques minutes. Le directeur permet à la détenue de dire quelques mots à la fin, mais la décision semble déjà prise. Que s'est-il passé? Ils m'accusent encore faussement. Ce sont des menteurs, des tricheurs, des voleurs. Et je ne dis pas ça parce que je suis en colère, je dis la vérité. Ma date de libération approche, mais ils ne veulent pas me laisser partir. Ils veulent me garder prisonnière de cet établissement. Les unités spéciales de détention et d'isolement sont conçues pour punir et isoler. Leur but n'est pas de rendre les détenus folles, mais c'est souvent ce qui arrive. Eric Kunkel est le psychologue en chef de la prison d'État de Valley. Les maladies mentales sont plus fréquentes dans les unités d'isolement. Il y a définitivement des gens pour qui c'est très difficile d'être ici. À quelles conditions une détenue de l'unité spéciale de détention peut-elle être transférée dans une clinique psychiatrique? Si une personne est suicidaire, vraiment dépressive, si elle devient psychotique, alors nous la transférons. Ne croyez-vous pas que presque tout le monde est déprimé ici? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que le pourcentage est différent dans cette unité. Il est plus élevé que dans les autres unités. Entre 25 et 40% des gens de ce pavillon souffrent de troubles mentaux importants. La frustration se transforme facilement en colère, et la colère en psychose dans un endroit comme celui-ci. Ce qui fait que c'est encore plus difficile d'en sortir. Tout est une question de bonne conduite et par-dessus tout, de contrôle. Le régime des prisons est exigeant, surtout pour des femmes souffrant déjà de troubles de comportement. Les prisons ne parviennent qu'à faire deux choses, punir et contrôler. Quand la détention habituelle ne suffit pas pour atteindre ces objectifs, l'isolement impose une dose supplémentaire de châtiment et de contrôle. Pourtant, presque toutes ces femmes finiront par sortir d'ici. Après des mois, voire des années passées dans l'unité spéciale de détention, elles ne seront pas mieux préparées pour vivre en société que le jour de leur arrivée en prison. Peut-être que personne ne prête vraiment l'oreille quand les détenus râlent à propos de la nourriture ou à propos du personnel. Écoutez plutôt ce qu'elles ont à dire au sujet de leurs traitements médicaux. Ils ne veulent pas nous voir quand nous sommes enrhumés, même si nous crachons du sang. Je suis cardiaque et j'ai passé des semaines sans ma médication.
En novembre 1998, j'ai découvert une masse dans mon sein. J'ai tenté d'obtenir des soins médicaux et j'ai fini par être soignée en juin de cette année. Des traitements médicaux inadéquats ne sont pas censés faire partie de la peine. Mais ça a été le cas pour Linda Teague. On m'a emmenée à l'hôpital de Madera pour une biopsie. Là-bas, ils m'ont dit que si j'étais venue plus tôt, ils auraient pu m'éviter ce qui est arrivé. J'ai subi une mastectomie. J'ai perdu mon sein et ils ont prélevé des nodules lymphatiques pour vérifier si le cancer s'était répandu. Quelques semaines plus tard, le résultat des analyses a confirmé que ça s'était propagé. Ils m'ont répété que j'aurais dû venir plus vite. La liste des plaintes est longue. Elle constitue une litanie de griefs, allant d'allégations d'apathie et d'incompétence à des accusations de fautes professionnelles et de harcèlement sexuel. J'ai signé une requête pour pouvoir consulter le médecin afin de renouveler ma prescription de Tagamet. En entrant dans le cabinet, un des médecins m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai répondu que je voulais faire renouveler ma prescription. Il m'a dit « Bien, mettez ça ». J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Pour le test de frottis vaginal ». J'ai dit « Pardon ?» Une autre femme se trouvait là pour son diabète et on lui a demandé la même chose. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de frottis vaginal ?» Ce manège dure depuis longtemps. Peu importe pourquoi vous allez le voir, il veut vous faire subir ce test. Et si vous refusez, il ne peut plus rien pour vous et il vous montre la porte. Le médecin-chef au centre de la controverse. Posait 150 plaintes par mois contre le personnel médical de la prison pour femmes de Valley en Californie. Cette année, le nombre de plaintes avoisine les 400 par mois. J'ai rencontré le médecin-chef de la prison, le docteur Anthony DiDomenico. Savez-vous quelle est la cause du plus grand nombre de plaintes des détenus? La première cause? Je sais. L'accessibilité aux soins est présentée comme étant problématique. C'est une plainte qui revient souvent. Et je crois que c'est probablement la raison de notre entretien. Oui. L'accessibilité est un des éléments mis en cause, mais elles prétendent aussi être victimes de harcèlement de la part des médecins qui leur imposent des examens gynécologiques inutiles. Je pourrais vous présenter une liste de cas de ce genre, mais vous devez déjà la connaître aussi bien que moi. Il faut départager les faits de la fiction. Et quelques-unes de nos pensionnaires ont beaucoup d'imagination. Mais si quelqu'un se présente en se plaignant d'un mal de tête, il n'y a pas de raison d'examiner son bassin. Non, non. C'est pourtant ce que certaines disent. Je crois que certaines de ces femmes prennent leurs rêves pour des réalités. Que voulez-vous dire? Bien, que certaines femmes n'ont aucune objection à ce type d'examen. Vous semblez avancer quelque chose d'étrange. Nous sommes en présence d'un groupe de femmes isolées. Certaines prisonnières me disent clairement qu'elles désirent être examinées. C'est le seul contact qu'elles ont avec un homme. C'est une déclaration surprenante. Demandez aux détenus, c'est ce qu'elles me disent. Je leur ai demandé, et elles m'ont répondu qu'elles doivent passer des examens gynécologiques dont elles ne veulent pas et dont elles ne voient pas la nécessité. Et vous me dites qu'au contraire, elles entrent ici en les demandant. Ce sont des choses qui arrivent. Mais l'examinateur ne profitera jamais de la situation, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, soit dit en passant, parce que nous sommes toujours chaperonnés. Vous dites qu'il y a toujours une infirmière présente lors des examens gynécologiques. Exactement. Seriez-vous surpris d'apprendre que plusieurs de vos patientes affirment que ce n'est pas le cas? Je serais étonné. D'autre part, je ne serais pas si étonné que ça parce que je m'attends à ce que plusieurs d'entre elles allèguent des choses qui ne soient pas nécessairement vraies. Le jour suivant cet entretien avec le docteur DiDomenico, on m'apprend que sa patronne, le docteur Susan Steinberg, prend l'avion de Sacramento pour venir me parler. Endossez-vous tout ce qu'il a dit? Non. Pouvez-vous me dire ce que vous n'endossez pas? Il a des opinions sur plusieurs sujets avec lesquels je peux être en accord ou en désaccord. Cela n'a rien à voir avec ses compétences à diriger un service de soins de santé.
Ces paroles ressemblent plus à une approbation qu'à une réprimande. Pourtant, le jour suivant, le docteur Di Domenico est muté. Et quelques jours plus tard, le docteur Steinberg réévalue la situation. Le docteur a été réaffecté à des tâches administratives au bureau chef de Sacramento. Ce médecin n'aura plus jamais de patients sous sa responsabilité au sein de nos services. Un autre médecin de la prison est également muté. Un responsable se contentera de qualifier le comportement du médecin de maladroit et de peu aimable envers les détenus. Purger une peine de prison est pénible, même pour les détenus les plus équilibrés. Mais plusieurs de ces femmes sont rongées par la colère. Plusieurs ont été victimes de mauvais traitements et ont une piètre estime d'elles-mêmes. Rares sont celles qui ont des qualifications monnayables. Les femmes sont entassées 8 par cellule. En cas de mésentente, l'endroit peut devenir encombré. C'est un problème quotidien. Certains jours, il peut y avoir 2 ou 3 pièces disponibles et parfois on n'en a qu'une seule pour 8 détenus. On agit comme médiateur et on essaie de trouver des solutions. On n'y arrive pas toujours, parfois cela dégénère en bagarre. Certains incidents sont inévitables. This will be an emergency standing count. We will need all of your ID cards in the windows. Les mesures disciplinaires sont appliquées par les agents des services correctionnels comme dans toutes les prisons, et cela accentue la tension. Le fait que la majorité des agents soient des hommes peut aussi compliquer les rapports déjà tendus entre les agents et les détenus. Un prisonnier masculin se tiendra loin de vous. Parler avec un agent peut lui valoir une réputation de mouchard auprès des autres prisonniers. Une femme, non. Elle va venir nous voir directement pour faire la conversation. Et il faut faire très attention de ne pas devenir trop familier avec elle. Les agents masculins sont agressifs, vulgaires et ils nous insultent. Ils aiment un peu trop leur travail qui leur permet de rester assis et de dire « détenue, prisonnière, chienne ». Désolé, mais on ne me traite pas comme ça dans la rue et on ne le fera pas ici non plus. La plainte de harcèlement sexuel la plus fréquente concerne la fouille par palpation. Les agentes sont les seules autorisées à faire les fouilles corporelles, mais les hommes comme les femmes peuvent effectuer des fouilles par palpation. Quelques-uns de ces agents, nous a-t-on dit, ne les font pas convenablement. Ils aiment ça. Ils adorent vous tâter. Ils vont vous serrer de près et j'en ai même vu dans la cour centrale qui pinçaient les mamelons. On vous accuse de mentir si vous portez plainte. Les agents vont vous menacer et vous accuser de mentir. En prison, c'est la parole de l'agent contre celle de la prisonnière. Il est difficile de faire entendre sa voix en prison. Les détenus ont plutôt tendance à créer leur propre groupe de soutien. Si elles sont chanceuses, elles le trouveront au sein même de leur cellule. Presque tous les prisonniers sont avides de soutien, de contacts familiaux. En prison, les hommes forment des clans pour assurer leur protection et développer un sentiment d'appartenance. Les femmes ont tendance à créer quelque chose de beaucoup moins violent. Elles se recréent de nouvelles familles. Il n'y a pas vraiment de maman ou de sœur attitrée. Nous sommes toutes des femmes et nous nous entraidons. Si ma propre sœur ne m'écrit pas, si je me sens triste et que je pleure, l'une d'elles va me prendre dans ses bras. Nous avons beaucoup de choses en commun parce que nous sommes toutes en prison. Nous n'avons pas les nôtres ici pour nous soutenir. Par exemple, si quelque chose se produit dans sa famille, ça m'est probablement déjà arrivé dans le passé, alors je peux comprendre ce qu'elle vit. Vous voulez dire sa famille à l'extérieur? Oui, si elle s'en fait à cause du temps qu'il lui reste à faire, je suis bien placée pour la comprendre. Et celle-là, c'est un bébé. Regardez-la, elle a 19 ans, mais mentalement et physiquement, on dirait un bébé. En plus, c'est la première fois qu'elle se retrouve en prison, alors tout le monde s'en occupe. Comment t'adresses-tu à elle? C'est ma mère. Ta mère? Oui. Et voilà mon père. C'est ton père? Oui. Et qui est-ce ici? C'est un peu comme mon oncle et mon père aussi. J'ai beaucoup de famille ici. Si je comprends bien, vous essayez de recréer ce que vous aviez à l'extérieur si vous étiez chanceuse. Ou peut-être ce que vous n'avez jamais eu à l'extérieur. Oui, prenons quelqu'un comme elle, qui vient de milieu familial très instable. On essaie de lui montrer comment ça peut être. Même si ça n'allait pas bien pour elle à l'extérieur, ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement pire ici.
Quand un homme va en prison, plus souvent qu'autrement, la femme dans sa vie déménage pour se rapprocher de lui. Quand une femme va en prison, plus souvent qu'autrement, l'homme disparaît de sa vie. Beaucoup de femmes purgent leur peine dans l'isolement total, sans lettres, sans famille, toutes seules. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Dans les prisons californiennes, comme dans celles de tout le pays, les femmes sont laissées pour compte. Si vous venez dans la salle de visite d'une prison pour femmes la fin de semaine, vous pourrez tirer un boulet de canon sans toucher personne. Il y a 3600 femmes ici, dans la prison d'État de Valley. Plus de 85% d'entre elles ont des enfants. Pourtant, la majorité de ces femmes ne verront jamais leurs enfants pendant qu'elles sont ici. C'est ma fille, Nicole. Elle a 5 ans et elle vient de perdre une dent, vous voyez? Elle n'a que 9 ans et demi. Lui a 4 ans et demi. La plus vieille prend soin de mes autres enfants. C'est moi qui ai mal agi. Et il ne devrait pas payer pour ça. Les pères de ces enfants, les maris de ces femmes, sont rarement dans les parages. Les femmes doivent faire face à la musique seules, sans aide. La prison d'État de Valley possède 5 unités de visite familiale privées. Ces petits appartements de 2 pièces peuvent être utilisés pour des visites conjugales ou pour réunir les familles. Durant nos 10 jours de tournage, seulement 2 unités étaient occupées. Il faut montrer patte blanche pendant 30 jours. La détenue Cheryl Iberson, son mari Bill et leurs 2 enfants passent la fin de semaine dans l'unité 2. Il faut s'inscrire. Nous attendions ce moment depuis 4 mois. Il faut faire beaucoup d'efforts pour venir la voir. Il faut rassembler les enfants et faire tout le trajet jusqu'ici. Ça vaut déjà la peine de venir pour quelques heures, mais pour toute une fin de semaine, c'est vraiment super. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici? Pour meurtre. C'est aussi une fin de semaine spéciale pour Monique Ramirez. Depuis 1 an, Monique tient le coup en se confiant à son correspondant Jeff, qu'elle rencontre aujourd'hui pour la première fois. J'aime ce gars, je l'aime bien. Lui et moi allons très bien ensemble. Il me dit tout et je lui dis tout. C'est notre première rencontre aujourd'hui. Monique a une famille. En fait, son garçon de 6 ans, Jacob, et sa mère, Gloria, lui rendent également visite. Comprends-tu pourquoi ta mère n'est pas avec toi tous les jours? Ces retrouvailles ont un arrière-goût d'amertume. Elle ne voit son garçon que 2 fois par année. Serre ma main dans tes bras, Jake. Serre-la très fort. Au début, il ne se souvient pas de moi. Puis quand je le prends, il se rappelle. Il ne veut plus partir. J'ai peine à m'en séparer parce qu'il s'agrippe à moi. J'ai remarqué qu'à la fin de la visite, il ne veut plus me quitter. Il est confus parce que c'est moi qui l'ai élevé. Et il ne comprend pas. Il commence à poser beaucoup de questions. Pourquoi sa maman n'est-elle pas avec lui? Pourquoi Monique vit-elle dans une maison d'où elle ne peut pas sortir? Pourquoi ne revient-elle pas à la maison avec nous? Il s'ennuie d'elle. Il ne comprend pas grand-chose. Le retour à la liberté. Un avenir incertain. Ils ne reçoivent aucun visiteur. Elle traverse ces épreuves, seule, ou en se soutenant entre elles. Sortir de prison n'est pas vraiment une bénédiction pour la plupart de ces femmes. Rares sont celles qui préféreraient rester, mais la plupart craignent ce qui les attend. Je suis très inquiète. Je n'ai été ici que 10 mois et j'ai vu beaucoup de monde partir et revenir 2 fois. Je sais que c'est très facile de revenir. Aucune d'elles n'a d'emploi. Et pour celles qui sont toxicomanes, il n'y a aucune cure en vue. I love you, baby. I love you too. Don't come back. You don't need it. Il n'y a que quelques pas à faire pour arriver au centre de réception. C'est ici que les détenues sont admises en prison à leur arrivée et c'est également ici qu'elles sont relâchées. Denise Jones a purgé une peine dans la prison d'État de Valley pour vol. Elle a 5 enfants, incluant un bébé-fille dont elle a accouché en prison. Je peux aller et venir comme ça me plaît.
Je n'ai jamais pris mes responsabilités par rapport à mes enfants. Ma mère prend soin d'eux. J'aime juste courir les rues et me foutre dans le pétrin. Chaque femme reçoit 200 $ à sa sortie. L'État leur donne cet argent pour les aider à se remettre sur pied. 97, 99, 200. La somme de 200 $ peut paraître excessive, mais si vous n'avez ni maison ni travail et de nombreux enfants à charge, elle semble dérisoire. Good luck, Miss Jones. I hope not to see you again. J'ai peur de me faire prendre à nouveau. J'ai peur de sortir. J'ai de bonnes intentions, mais tout peut arriver, vous savez. Comme vous le diront les détenus, il est difficile de casser de vieilles habitudes. Linda Prater est déjà entrée et sortie de Valley 3 fois cette année. Je suis toxicomane depuis l'âge de 18 ans. J'ai 51 ans. Les revendeurs savent que nous venons de sortir de prison et que nous arrivons avec de l'argent. La plupart de celles qui sortent avec de l'argent n'en ont plus à 21 heures. Elles n'ont pas de toit au-dessus de leur tête et n'ont rien à manger. Ces femmes remettent des vêtements qu'elles ont laissés des mois et parfois des années auparavant, lorsqu'elles sont entrées en prison. Les plus chanceuses reçoivent des vêtements envoyés par leur famille. Certaines n'ont rien d'autre à mettre que leur robe de prisonnière. Vous savez que la libération conditionnelle est un statut précaire. Vous n'êtes pas encore libre. Vous devez encore faire 13 mois chez vous. 13 mois difficiles. C'est comme ici. Si vous commettez la moindre infraction, aussi mineure soit-elle, ils vous ramèneront ici. Compris? Quelles sont mes chances de succès? Je vais vous avouer une chose, et j'en suis pas fière. J'ai été libérée le 5 juin. Je suis revenue dans le comté le 10 et en prison le 15. Voilà les probabilités. Les chances de succès de toutes ces femmes ne sont probablement pas meilleures. Pratiquement les 3/4 de celles qui franchissent ces portes y repassent en sens inverse. Quoi qu'elles en disent maintenant. Fais-moi confiance. Tu y arriveras, d'accord? Tu n'as qu'à ne pas faire comme moi. Fais-le à ta façon. De la bonne façon. Et je ne veux plus te revoir ici. Stop, look at me, full name and number, please. Deborah Ann Harline, W number 49587, County, Santa Clara County. Une dernière fouille, puis elle se dirige vers le fourgon cellulaire qui les conduira à la gare d'autobus la plus proche. I got 9. You got 9? Okay, let him go. Good luck. Ladies, God bless you. Good luck. Don't come back. All right. So what are you guys going to have for dinner? Durant le trajet d'à peine 15 minutes, c'est le moment des recommandations de dernière minute. Je ne sais même pas comment rester en liberté moi-même. Alors comment pourrais-je la conseiller? Va voir ton agent de probation. Ne te drogue pas. Prends soin de tes enfants. Tu as des enfants? Tu as de la famille? Moi, mon mari est mort. Il a fait une overdose. Je n'ai pas de famille. Reste en liberté avec lui. Sois avec lui. Parce que si tu continues comme moi jusqu'à mon âge, tu n'auras plus d'enfants vers qui aller. Même si leurs intentions sont bonnes, celles qui ont un foyer où retourner n'ont pas d'emploi. Avec un casier judiciaire, il est difficile d'en décrocher un. Le premier arrêt est la gare d'autobus de Madera. Ici, les femmes achètent leurs billets. San Francisco. Et elles montent à bord de l'autobus en direction de Fresno. Et savourent leur premier moment de liberté. Oh God, I messed it up. Wait, didn't I? How we will? To LA? Yeah. Okay, well, I'm gonna go give me a ticket in there. Ces femmes détonnent. Certaines portent encore leur robe de prisonnière et sont des cibles vulnérables. Surtout celles qui n'ont ni famille ni amis qui les attend. Denise Jones a un endroit où aller, mais les réalités de la vie de famille, bonnes ou mauvaises, la rattrapent d'un coup. J'ai un fils de 12 ans. Il est au centre de détention pour jeunes délinquants Peterson de Stockton pour vol. J'ai été incarcérée pour la même chose. C'est douloureux de se retrouver en prison entre 4 murs et de savoir que son fils est dans la même situation.
Je me sens impuissante. Je suis heureuse, je suis excitée, mais je sais que ça va être difficile. C'est dur dehors. Je n'ai pas encore de chez moi. Je vais vivre chez quelqu'un d'autre pour le moment. Chez le père de mon bébé avec sa mère. Les autres enfants de Denise sont liés ensemble par des filandres. Un se trouve chez une tante, 2 autres sont avec sa mère, elle-même toxicomane et qui a du mal à tenir le coup. Depuis que je suis entrée en prison, elle a perdu sa maison. Elle a dû aller vivre en maison d'hébergement avec mes enfants. Maintenant, elle vit dans une sorte de motel avec une cuisinette. Elle demeure là jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur endroit. Je n'ai pas d'emploi pour le moment. Ce montant de $200 qu'ils nous donnent en sortant, ce n'est rien du tout. J'ai un nouveau bébé, 5 enfants, pas d'emploi, pas de maison. Par où vais-je commencer? Par où? Qu'est-ce que je suis censée faire? D'une façon ou d'une autre, Denise semble destinée à être sous la tutelle de l'État, tout comme sa mère et ses enfants. Quelque part en chemin, entre la prison et la maison, elle devra acquérir de nouvelles aptitudes pour assurer sa survie. Elle a agi de manière égoïste, irresponsable et immature. Elle a commis des crimes et maintenant elle est une ex-détenue. Sans soutien ni formation, ses chances de rester hors de prison sont minces. L'État devra débourser de l'argent pour qu'elle apprenne, mais pas autant qu'il ne lui en coûte pour l'ignorer. It's my baby. Hi, mommy. You looking at the people? You can't go in there and turn your back on there, but God is on. Quelle que soit votre position par rapport aux femmes en prison, que vous jugez leur incarcération bénéfique ou non pour la société, sachez qu'il y a plus de femmes en prison aux États-Unis que dans n'importe quel autre pays du monde.